tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour parler des réseaux sociaux et comment utiliser les réseaux sociaux quand on est un auteur. Alors, on est ici sur le stand de Librinova et du Studio du Livre, comme vous pouvez le voir, puisque tout ce petit atelier est filmé et sera retransmis sur nos réseaux sociaux, évidemment. Librinova, c'est un site d'auto-édition numérique dont je suis une des cofondatrices. Chez Librinova, on publie tous les auteurs en version numérique et on les accompagne dans ce processus de publication d'un livre numérique, parfois jusqu'à la publication du livre chez un éditeur, puisque quand ça marche bien en numérique, on aide les auteurs ensuite à trouver un éditeur et à publier la version papier. On a décidé d'organiser aujourd'hui un atelier sur les réseaux sociaux, puisque une des questions principales que se posent les auteurs aujourd'hui, qu'ils soient publiés ou non par un éditeur, c'est comment me faire connaître, comment maîtriser ma promotion, le marketing de mon livre et de moi en tant qu'auteur. Et aujourd'hui, une des réponses évidemment à cette question, c'est les réseaux sociaux. Donc pour vous en parler, on a invité Vanessa Lavergne. Vanessa, que moi je connais depuis un moment maintenant, parce qu'elle travaille depuis plus de 10 ans dans la communication digitale et elle travaille énormément avec les éditeurs. Elle a lancé un grand nombre de livres d'éditeurs sur Internet en s'appuyant sur les réseaux sociaux et donc elle a développé une vraie expertise sur ce sujet et c'est ça qu'on voulait vous faire partager aujourd'hui pour vous donner les bons conseils. On va commencer donc par faire un petit entretien, Vanessa et moi, sur les divers sujets, un panorama des réseaux sociaux, comment les utiliser. Et puis si on a le temps, à la fin, on vous permettra de poser quelques questions. Bon, bonsoir Vanessa. Bonsoir Charlotte. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est si important quand on est un auteur d'être sur les réseaux sociaux ? C'est très important parce que ça permet d'exister, de donner une nouvelle dimension à... déjà sa qualité d'auteur et puis permettre de donner vie sur le numérique, sur le digital, à son livre et de pouvoir en faire la promotion. Parce que la grande question qu'on entend beaucoup quand on rencontre des auteurs, c'est d'accord, mais comment j'arrive à promouvoir mon livre, comment j'arrive à en faire du marketing, comment j'arrive à trouver des lecteurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux offrent cette possibilité d'aller toucher de manière assez ciblée des gens qui vont être intéressés par ce que vous avez à leur raconter, les histoires que vous avez à leur raconter. Et alors, quand on parle de réseaux sociaux, pour être clair un peu, pour cadrer ce dont on parle, est-ce que tu peux nous faire un petit panorama des réseaux principaux, qui se trouvent sur ces réseaux, qui est-ce qu'on touche quand on y va et lesquels sont les plus utilisés finalement ? Alors c'est vrai que les réseaux sociaux c'est très vaste, ça peut faire un petit peu peur, on peut se sentir un petit peu perdu. Le premier des réseaux sociaux c'est Facebook qui est né en 2004, c'est la grande référence, même si aujourd'hui il y a beaucoup d'autres réseaux sociaux qui sont venus se greffer à ce premier réseau-là. Donc les plus connus, évidemment, c'est Facebook. Il faut savoir que Facebook, c'est le deuxième site le plus visité au monde, le premier étant Google. Il y a aujourd'hui 1 milliard de personnes qui sont inscrites sur Facebook, c'est quand même énorme. Le deuxième réseau social le plus connu aujourd'hui, c'est YouTube. Il y a plus d'1 milliard de vues. YouTube a des audiences qui sont supérieures aux chaînes de télé américaines. Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est totalement incontournable. Après, évidemment, on va retrouver Twitter, on va retrouver Instagram. Il y a tous les petits nouveaux qui sont beaucoup utilisés par les jeunes, notamment Snapchat, Vine. On va trouver aussi Google+, on va trouver Tumblr, Pinterest. Donc c'est très très vaste, il y a énormément de réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que, évidemment, en tant qu'auteur, et quand on est un petit peu novice, l'important, c'est de choisir les réseaux sur lesquels on va vouloir communiquer, d'être à l'aise avec ces réseaux-là et effectivement de ne peut-être pas trop se diversifier pour pouvoir maîtriser sa communication. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux, c'est extrêmement chronophage, ça prend beaucoup de temps. Or, un auteur, d'abord, il écrit. Et puis à côté, en plus, il a sa vie. Donc, il faut que les réseaux sociaux viennent servir sa position d'auteur, viennent servir son univers, viennent servir ses livres, mais ne cannibalisent pas non plus trop de temps.
Donc parmi les réseaux sociaux que j'ai cités, et moi il y en a 3 que je conseillerais aux auteurs qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux. C'est Facebook parce qu'aujourd'hui c'est un incontournable. Et puis aussi peut-être Twitter et Instagram dans un deuxième temps, dans un temps complémentaire. Voilà. Peut-être se recentrer sur ces réseaux-là. Il y a un réseau que je n'ai pas cité qui est LinkedIn, qui est aussi intéressant parce que c'est un réseau professionnel qui permet de se promouvoir effectivement en tant qu'auteur, mais vraiment pour aller à la rencontre de son public, aller à la rencontre de lecteurs. Voilà. Facebook en premier lieu, couplé à Twitter et Instagram si on a le temps et le courage. Aujourd'hui, les auteurs, ils sont donc principalement sur Facebook, c'est ça? Il y en a quelques-uns qui sont particulièrement actifs ou connus? Alors, il y a évidemment des auteurs très, très connus qui sont sur les réseaux sociaux. Peut-être on les remarque plus sur Twitter et Instagram. Je pense par exemple à Maxime Chatham, alors qui anime lui-même ses pages Facebook, son compte Twitter, parce qu'il y a aussi des pages qui ne sont pas animées par les auteurs très connus, qui ont des community managers et qui ont des gens qui gèrent leur image de cette façon-là. Mais il y a aussi des auteurs qui les maîtrisent de bout en bout. Je pense à Stephen King, qui est très actif, en tout cas qui est très remarqué par ses fans sur Twitter notamment. Sa particularité, c'est qu'il tweete très peu. Il a tweeté depuis l'ouverture de son compte simplement 1000 tweets, mais chaque tweet est donc un événement et donc extrêmement suivi. Voilà, c'est la rareté. Il a plus de 100 000 abonnés sur son compte, mais il tweete très peu. Et ça, c'est une des questions en tout cas un point qu'on abordera ensemble, qui est effectivement un petit peu la fréquence. Voilà. D'accord. Donc les réseaux à privilégier, Facebook, Twitter et Instagram. Tout à fait. Alors, est-ce que peut-être que sur Facebook, on peut faire un petit focus sur le réseau? On va commencer par Facebook. Quelques chiffres que vous devez peut-être avoir en tête, c'est que 80% des Français sont inscrits sur Facebook. C'est le réseau social qui a la plus grande notoriété. 97% des Français connaissent Facebook, donc c'est un incontournable. Alors Facebook, pourquoi faire? Alors déjà, simplement, un peu en préambule, pourquoi être sur les réseaux sociaux? Effectivement, ça va vous aider à apprendre à gérer votre image. C'est important de pouvoir maîtriser sa communication, être actif, très actif dans la promotion de ses livres, donc prendre une part et pouvoir maîtriser les choses. Et puis évidemment aller à la rencontre de son public. C'est ça qui fait un petit peu la beauté des choses, c'est que les réseaux sociaux, c'est avant tout un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu de rencontre, et non pas une vitrine statique. Et l'important, voilà, c'est d'avoir bien ça en tête. On est dans un échange, on est dans une rencontre. Alors, créer sa fanpage sur Facebook et non pas un compte perso. Donc, on est dans une utilisation professionnelle, on va dire. Les objectifs de la création d'une fanpage, ça va être de créer et de fédérer une communauté de lecteurs autour de soi, autour de ses livres, de travailler la proximité avec les lecteurs, donc être dans une relation vraiment presque d'ami à ami, hein, et évidemment de recruter de nouveaux lecteurs. Je pense qu'il faut garder en tête que les gens que l'on va recruter sur Facebook, ce n'est pas forcément des gens qui vont acheter votre livre. Moi, j'ai vu un certain nombre de livres dont on a fait la promotion sur les réseaux sociaux qui pouvaient avoir 3, 4, 5 000 fans. Et qui ne s'étaient pas vendus à 3, 4, 5 000 exemplaires. Exactement. Ça. Donc, c'est des choses qu'on a du mal à pouvoir faire comprendre aux éditeurs, mais on va pouvoir toucher un certain public sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas forcément des gens qui vont acheter votre livre, mais c'est des gens qui vont être intéressés par votre univers, par ce que vous avez à leur proposer. On est peut-être plus dans du long terme, j'imagine, que dans une attente court-termiste de acheter un livre à un instant T. Tout à fait. On est dans le développement d'un univers, on est dans un peu une extrapolation de soi. Voilà, c'est une extension de soi et de son univers créatif. Donc, quel contenu publier sur Facebook? Des actualités de soi en tant qu'auteur. Hein, je parle toujours, voilà, parce qu'on peut avoir par ailleurs une page Facebook à son compte personnel, mais je pense qu'il faut vraiment différencier le compte personnel
de la fanpage, c'est très important. Pour faire juste un point pour ceux qui ne connaissent pas du tout Facebook, donc on a d'un côté son compte personnel à son nom, et quand on crée une page, une fanpage, c'est une page à côté qu'on gère depuis son compte. Et pour le coup, on devient pas, par exemple, on ne devient pas ami avec les gens, mais les gens aiment la page. Voilà, ça fonctionne un peu différemment, mais les actualités de cette page-là arrivent dans leur fil d'actualité de la même façon que les nouvelles sur vos amis arrivent dans votre fil d'actualité. Tout à fait. Donc, quel contenu publier? Des actualités de vous en tant qu'auteur, par exemple des dédicaces, des participations à des salons, des interviews que vous pouvez avoir, du contenu sur vos livres, des extraits, des citations, voilà, une manière de faire vivre votre ouvrage. Des contenus autour de l'univers de votre livre. Vous écrivez de la fantasy, vous écrivez des thrillers, vous écrivez de la beat-lit. Il y a tout un univers autour duquel vous pouvez parler. Et puis des contenus inédits que vous pouvez réserver à votre communauté. Des textes courts écrits spécialement pour votre communauté, des petits concours. Voilà, plein de choses créatives. Peut-être leur demander leur avis aussi, si on a évidemment, si on fait sa couverture, qu'on hésite. Les impliquer aussi, impliquer les gens à qui vous allez parler dans votre processus créatif. Évidemment, c'est un risque à prendre, mais je pense que quand on va sur les réseaux sociaux, il faut assumer ça jusqu'au bout. Une des choses qui me paraît importante, c'est que les posts ne doivent pas être publiés sur un coup de tête. Il faut que, et ça on le verra, on va y venir, il faut qu'il découle de ce que moi j'appelle un planning éditorial et que vous ayez un cheminement en tête. Parce que un post sur un coup de tête, parfois on le regrette. Et en fait, il faut avoir une vraie stratégie. Il faut avoir sur les réseaux stratégie sociaux. Éditoriale, tout à fait. Et ne pas oublier que quel que soit le réseau social sur lequel vous allez communiquer, il faut toujours être très visuel. Vous êtes des auteurs, vous maniez les mots, vous aimez écrire. Il va falloir faire des textes courts et toujours des textes imagés parce que l'image est très très importante aujourd'hui sur le digital. On met systématiquement une image avec un post ? Oui. D'accord. Les résultats que vous pouvez attendre de la création d'une fanpage sur Facebook, ça va être de travailler votre notoriété et votre image en tant qu'auteur toujours, d'engager votre communauté et donc par là de susciter des likes, des partages, des commentaires, et des clics sur vos publications. C'est ça que vous pouvez attendre. Après, il ne faut pas faire la course au like, au partage, parce qu'il faut toujours garder votre authenticité, il faut toujours être honnête. Souvent dans la télé-réalité, on dit reste toi-même, sois toi-même. C'est vraiment un conseil qu'on peut appliquer sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un des fils conducteurs de votre communication. On ne se met pas à publier des photos de chats pour avoir des likes si ça n'a rien à voir. On peut jouer... Parce qu'on peut reprendre des éléments de l'actualité, des choses dont on parle, on peut les réexploiter, les détourner, mais il faut le faire en ayant une vraie implication et on le fait parce qu'on a envie de le faire et non pas parce qu'il faut le faire. Aussi, petite précision, l'engagement de la communauté que vous allez créer, elle est plus importante que le nombre. Il vaut mieux une page avec 500 fans qui soient très actifs qu'une page avec 10 000 fans qui soit totalement inactif. Vraiment, le nombre ne définit pas la qualité. Ce qui va définir la qualité et vraiment le fait qu'une page Facebook va marcher, va être utile, c'est l'engagement. Donc c'est le nombre de personnes qui vont réagir à vos publications. On cherche plus des ambassadeurs en fait. Exactement. On ne court pas après le fan. On veut parler à des personnes qualifiées qui vont être intéressées par ce qu'on a à leur dire. Ok. Et Twitter alors Twitter, c'est plus obscur souvent. Facebook, tout le monde connaît un peu. Sur Twitter, on est un peu plus perdu. Twitter, alors, ce qui est important aussi de préciser, c'est que on ne va pas dupliquer les contenus. Ce qu'on va raconter sur Facebook, ça va être un petit peu différent de ce qu'on va raconter sur Twitter ou Instagram. Ça peut faire écho. On peut dire, on peut poster sur Facebook, je vais être en dédicace demain au Salon du Livre. Je suis super excitée, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer.
Et sur Twitter, faire un petit live tweet pendant qu'on est sur le salon, voilà, avec quelques tweets bien... donc live tweet, c'est quand on tweet en direct, un événement avec un hashtag. Avec un hashtag, tout à fait. Comme Anaïs est en train de le faire en ce moment, juste derrière vous, pour cette petite table ronde. Exactement. Alors, quels objectifs quand on ouvre son compte Twitter ? Eh bien, c'est travailler la proximité avec ses lecteurs, c'est de recruter de nouveaux lecteurs également, c'est d'interagir en direct avec ses lecteurs et avec d'autres. Hein. Ça peut être des blogs, ça peut être des journalistes, des médias. Et c'est effectivement aussi de travailler un petit peu ses RP. Parce qu'on va pouvoir suivre des comptes de médias, de journalistes, de blogs, de booktubers qui vont vraiment nous intéresser. L'idée, c'est pas de suivre tout le monde, encore une fois, c'est de suivre simplement les gens qui vont être dans votre univers. Donc, qui vont être très spécialisés sur la fantasy, sur le thriller, sur la romance. L'important, c'est de ne pas essayer d'être trop large. C'est vraiment le ciblage et le qualifié qui va vraiment compter. On dit souvent que sur Twitter, c'est plus professionnel, qu'on touche plus à un public de prescripteurs. Tout à fait. Alors sur Twitter, on trouve plus effectivement des professionnels, des stars. Voilà. Ça va être un réseau social qui est un petit peu plus de niche, effectivement, où on va être obligé d'être court, d'être concis et de réagir un petit peu en direct. Alors il faut savoir aussi que le live, ce qui se passe en direct, c'est la grosse tendance aujourd'hui, notamment chez les jeunes. Le live, voilà. Quel contenu publier sur un compte Twitter ? Eh bien, tout comme Facebook, votre actualité d'auteur, mais vraiment avec ce côté instantané, ce côté live. Ça va être des petits contenus courts sur vos livres, puisqu'on est limité à 140 caractères. Donc ça peut être aussi un exercice très intéressant de pouvoir... Résumer un livre en 140 caractères. Exactement. Et c'est un challenge, mais c'est très intéressant de le faire. Ça peut être vos impressions lors d'un événement ou d'une rencontre. Et ça va être des contenus créatifs, des textes très courts, des vidéos qui vous engagent, des choses qui vous font réagir. Donc là, on est vraiment sur le côté un peu instantané, effectivement. Voilà. Alors, si on rentre dans le vif... d'abord les résultats sur Twitter. Les résultats, on attend sur Twitter ? On va vouloir être suivi par des influenceurs, donc des gens qui vont compter pour nous. Et on va savoir que quand on met un tweet, ils vont pouvoir le lire et ils vont pouvoir interagir avec ça. Et puis, c'est d'être retweeté et d'être mentionné par les autres. Et si je les suis, ils me resuivent automatiquement ? C'est pas automatique, mais effectivement, ça fait partie un petit peu du travail de fourmi au départ, de suivre un certain nombre de comptes, encore une fois très ciblés, et que même en échange nous suivent. C'est un petit peu la règle sur Facebook, sur Twitter. Pardon. Et alors, juste un dernier mot sur Twitter. Twitter, c'est un peu le règne du hashtag. C'est un peu le règne du hashtag. À quoi est-ce que ça sert un hashtag ? Alors, un hashtag, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est ce petit dièse. On dit un mot dièse en français. Un mot dièse, oui, c'est ça. Oui. Enfin, si on respecte les règles de l'académie. C'est au Québec qu'on dit ça, exactement. Il a plusieurs utilités, ce hashtag. Il peut avoir plusieurs fonctions. D'abord, il facilite la lecture et il fait ressortir le sujet d'un message. Donc voilà, c'est une sorte de titre qu'on va mettre en avant. Il va donner une dimension particulière à une phrase. Hein. Ça va être comme une revendication. Il permet de faire de la veille parce qu'un hashtag finalement c'est comme une barre de recherche. Si vous tapez le hashtag avec un mot, ça va vous ressortir tous les contenus associés à ce hashtag là. Il va permettre de suivre un flux, c'est-à-dire un live tweet. Des marques, des éditeurs vont définir un hashtag et ça va vous permettre de pouvoir suivre l'actualité de ce flux. Voilà. Et puis, il peut permettre de lancer une opération de communication, de faire du lobbying. Voilà. Mais généralement, il est utilisé pour mettre en avant un mot, un message, une revendication de toutes sortes. Hein. C'est vraiment... il ne faut pas l'utiliser en faisant tout et n'importe quoi.
mais c'est un moyen de mettre en avant vos contenus. Donc par exemple, le hashtag du Salon du Livre, c'est SDL 2016. Si vous voulez toutes les actus sur le Salon du Livre sur Twitter, vous tapez le hashtag dans la barre de recherche et puis vous aurez tous les tweets avec ce hashtag et ça permet de savoir un peu ce qui se passe en direct au salon. Exactement. Alors si on rentre maintenant donc dans le vif du sujet, très concrètement, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors effectivement, la première chose, maintenant, c'est d'ouvrir vos comptes, puisque déjà on en a parlé. Paramétrer vos comptes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Si vous choisissez de communiquer sur 1, 2 ou 3 de ces réseaux, c'est d'unifier un petit peu votre communication, de définir en amont les couleurs, votre typo, les images que vous allez utiliser pour créer vos couvertures, pour créer une unité et un petit peu professionnaliser votre démarche. Avoir le même nom sur tous les réseaux, j'imagine. Avoir le même nom sur sur Twitter, tous les réseaux, on n'est pas forcément... Pour qu'on puisse vous retrouver plus facilement et de pouvoir à chaque fois mentionner que vous êtes sur tel ou tel réseau. Facebook notamment, quand vous créez votre fanpage, vous permet de choisir les personnes que vous allez cibler. Donc vous pouvez choisir au niveau géographique, au niveau des centres d'intérêt, du sexe, de la localisation, déjà des gens qui vont vous intéresser tout particulièrement. Ça ne sert à rien d'essayer de cibler au maximum. Il vaut mieux essayer d'être le plus pointu possible au départ pour être sûr de toucher les gens qui vont être intéressés par vos publications. Donc il faut essayer d'avoir une idée de qui est le public de son livre. Oui. Pour ensuite cibler ce public-là. Exactement. Si j'ai écrit un roman sur l'écologie, quitte à l'élargir dans un second temps. Mais dans un premier temps, oui, il faut essayer de se restreindre pour être le plus précis possible dans les gens que l'on va toucher. Et juste une question, quand je fais ce ciblage-là, ensuite, on va proposer la page occasionnellement à des gens qui correspondent à mon ciblage, ou qu'est-ce qui va se passer Oui, tout à fait. Les gens qui vont correspondre à votre ciblage vont avoir des petites mentions dans leur fil d'actualité. Aimez cette page parce qu'en gros, elle correspond à l'un des critères que vous avez indiqué lors de la création de la fanpage. D'accord, super. Tout à fait. Pareil, quand vous ouvrez vos comptes Twitter et Instagram, alors là c'est un petit peu différent, on ne peut pas paramétrer ces ciblages-là, mais en fonction des gens que vous allez décider de suivre, c'est pareil, il faut essayer de se rapprocher peut-être des maisons d'édition qui sont proches des sujets que vous traitez. Des auteurs qu'on aime. Des auteurs qu'on aime, évidemment. C'est un moyen vraiment extraordinaire de pouvoir presque leur parler en direct. Il ne faut pas les harceler, c'est pareil, mais peut-être toujours essayer de faire des petits clins d'œil, c'est toujours très intéressant et ça permet de créer une proximité très intéressante à travailler par la suite. Donc un des conseils clés, c'est de cibler finement vos interlocuteurs et les personnes que vous souhaitez toucher. Et donc tu parlais tout à l'heure de stratégie éditoriale, de planning. Alors donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? On poste pas, chaque jour on cherche une idée et on la poste, ou on construit plus que ça? Alors moi, mon conseil, après on pourra s'en éloigner, mais au départ quand on se lance dans les réseaux sociaux, et c'est assez rassurant de faire ça, c'est vraiment de définir un planning éditorial. Quel ton, quel contenu, quelle fréquence, quelle ligne conductrice, quels éléments graphiques vont être un petit peu récurrents. L'idée, c'est vraiment de créer un fil rouge dans vos communications pour savoir où vous allez, savoir quelle communication et là où vous voulez emmener vos communautés. C'est très important de le définir en amont. C'est important de se poser et de pouvoir réfléchir à ça parce que ça permet justement de ne pas poster comme ça un peu n'importe comment, de manière assez décousue. Et justement de créer des étapes dans vos communications. Oui, et de ne pas se retrouver pris de court aussi en dernier moment en se disant « Oh là là, j'ai pas posté aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ?» Exactement. Alors la deuxième chose que je vous conseille, c'est de préparer et de programmer au maximum vos posts, puisque Facebook permet de paramétrer facilement ces posts sur 1, 2, 3 semaines. Alors,
le conseil que j'ai, c'est de paramétrer au moins sur une semaine. Ça permet aussi de pouvoir réagir un petit peu en direct, parce qu'il ne faut pas s'interdire de poster quand on a envie de le faire sur une actualité, sur rebondir sur un événement qui est en train de se passer. Mais au moins, ça permet aussi de ne pas avoir tout le temps le nez sur sa page Facebook et de se dégager aussi du temps pour pouvoir répondre aux commentaires, aux questions qui vont vous être posées, parce que c'est très important d'être réactif sur les réseaux sociaux. On ne répond pas 3 jours après un commentaire. C'est quelques heures maximum. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, les pages Facebook indiquent le temps de réponse d'une fanpage. Quand le temps de réponse, c'est 3 jours, c'est pas bon. D'accord, donc on prépare son planning de publication, oui, avec une ligne éditoriale en exactement, fait, et qui ressemble au livre. Exactement, et qu'on va adapter encore une fois au réseau sur lequel on parle. On n'a pas parlé d'Instagram, mais là c'est pareil, Instagram, on n'est plus sur des contenus, on est uniquement sur du mobile. Hein, on peut simplement poster des photos via son smartphone. Mais là, c'est pareil, on va être dans un univers plus aspirationnel. Mais c'est pareil, le choix des photos que l'on veut poster, l'espèce de mise en scène, de scénario que l'on peut élaborer, c'est important d'y penser avant pour pas qu'on ait l'impression que ça soit un peu fouillis, un peu fait comme ça, au petit bonheur la chance. Et qu'au contraire, on voit qu'il y a vraiment tout un univers autour d'un livre, autour d'un auteur qu'on va décliner. Bon, et la question suivante, c'est la question essentielle quand même. Créer une fanpage, c'est super, mais qui va venir aimer ma page, qui est mon audience? Comment je la trouve? Alors, évidemment, en premier lieu, solliciter son entourage, solliciter sa famille, ses amis. Ça va constituer un bon premier terreau, j'appellerais. Ça, c'est comme pour les livres tout court, hein, pour la promotion du livre, l'entourage, toujours les premiers. Il laisse des commentaires sur les sites libraires. Exactement. Et sur Facebook. Exactement. Et c'est très bien de le faire parce que son réseau, c'est la première chose que l'on doit travailler. Ensuite, on va se rendre compte quand même qu'assez rapidement, on est limité. Donc, moi, je dirais que utiliser les outils publicitaires qui sont mis à disposition par Facebook, également par Twitter, c'est une bonne solution. Aujourd'hui, on peut investir des sommes très raisonnables que l'on définit par avance. Hein. Sponsoriser un post, on peut le faire à partir de 5 €. Ça permet de démultiplier l'engagement. Ça permet de pouvoir être visible d'un beaucoup plus grand nombre. Donc moi, je dirais que ça vaut le coup d'investir une petite enveloppe budgétaire. Aujourd'hui, avec 100 ou 150 €, vous pouvez recruter 150 à 200, 250 fans qualifiés. Parce qu'au préalable, encore une fois, vous aurez défini des gens que vous avez ciblés via leur centre d'intérêt, la lecture, les romans, la littérature, certains auteurs, certaines maisons d'édition. Donc vous savez que vous allez parler à des gens qui aiment lire, qui sont des passionnés de lecture et qui potentiellement vont aimer votre livre. Donc je pense qu'utiliser aujourd'hui les outils publicitaires qui sont proposés par ces réseaux, c'est indispensable parce que ça permet de créer une communauté assez rapidement que l'on va travailler parce qu'elle va être engagée, parce que ça va être des gens qui s'intéressent directement à la littérature. Et ensuite, ça va être un petit peu l'effet boule de neige puisque plus on travaille l'engagement, plus la page est visible, plus votre compte est visible. Et finalement, ensuite, vous avez moins de travail de recrutement à faire. Mais je pense que pour se lancer, c'est intéressant quand même de pouvoir se dire j'investis un petit peu sur cet outil publicitaire qui est très facile à manier. Oui, c'est ce que j'avais demandé. C'est facile à faire cette partie-là. Oui, c'est facile. Après, vous pouvez évidemment vous faire accompagner de quelqu'un qui a un petit peu plus l'habitude. Dans son entourage, on a tous quelqu'un qui travaille un petit peu dans le web. Donc, n'hésitez pas à solliciter des proches ou des professionnels. Mais là, c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, des messages courts, des visuels clés, un bon ciblage, c'est très efficace en quelques clics. Et je pense à autre chose. Là, sur Facebook, il y a beaucoup de groupes d'auteurs, de communautés. Ça peut être intéressant de les rejoindre peut-être. Tout à fait. Aussi, Et il faut évidemment repérer ces groupes d'auteurs, de fans.
et participer, laisser des commentaires. C'est pas parce que simplement on a aimé un groupe que ça y est, on va émerger. C'est prendre la parole, c'est donner son avis, c'est pouvoir partager avec les gens qui sont déjà sur ces communautés-là et progressivement et de manière très subtile les inviter aussi à rejoindre votre page ou votre compte Twitter. Alors tu me tends la perche pour la suite. Alors ensuite, une fois qu'on a sa page, une fois qu'on a un peu d'audience, déjà les amis, la famille, voire un peu plus, qu'est-ce qu'on leur raconte pour les intéresser et pour justement donc les engager, puisque c'est ça la clé. L'engagement, c'est la clé du succès. Eh bien, justement, quand vous allez travailler votre ligne éditoriale, d'abord, ce que vous allez faire, c'est faire un petit peu de veille. Il y a des auteurs que vous aimez, il y a des blogs que vous aimez. Il y a une très grande chance qu'ils soient eux aussi sur les réseaux sociaux, qui racontent eux-mêmes des choses. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, de pouvoir vous inspirer de ce qu'ils font. C'est toujours très intéressant de commencer d'abord par faire ce qu'on appelle en communication un benchmark pour pouvoir s'inspirer et trouver des bonnes idées. Et puis après, penchez-vous sur ce fameux planning éditorial dont on a déjà parlé et essayez de définir plusieurs catégories pour pouvoir justement poster des contenus différents en fonction des jours. Vous pouvez vous créer des petites rubriques récurrentes, la citation du mercredi, la petite vidéo fun du dimanche, des petits rendez-vous que vous allez éditorialiser. C'est quand on fait sur la page Facebook de Libre Innova. Voilà. On est bien conseillé, c'est pour ça. Donc vous pouvez définir plusieurs catégories, par exemple ma vie d'auteur, mes écrits, mon univers littéraire, mes sources d'inspiration. Et au sein de ces catégories, créer des sous-catégories, anecdotes de ma vie d'auteur. Sur Libre Innova, là, on a Vie ma vie d'auteur. Vie ma vie d'auteur, mon heure de gloire ou pas, des petites anecdotes toujours humoristiques, décalées, parce que je pense qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux, notamment sur les réseaux sociaux. La carte de l'humour, c'est toujours une carte qui fait mouche. Mais on est obligé d'être drôle sur les réseaux sociaux ? Non, on n'est pas obligé. Ce à quoi on est obligé, c'est d'être authentique. Voilà. Si on n'est pas drôle, si on manie pas bien l'humour, enfin en tout cas si on a l'impression de ne pas être drôle, il ne faut pas le faire. Il ne faut jamais se forcer parce que ça se sent très vite. L'important, c'est d'être authentique. Après, les contenus humoristiques sont évidemment ceux qui fonctionnent le mieux. Mais c'est pas toujours évident d'être drôle. Ça peut être un peu casse-gueule, donc faire attention. Donc voilà, créer des sous-catégories. Évidemment, ne jamais hésiter à inclure vos communautés dans vos posts, leur demander leur avis, faire la promotion d'autres auteurs, d'autres blogs avec qui vous êtes amis par ailleurs. Le retour d'ascenseur, c'est toujours quelque chose qui marche bien. Et encore une fois, n'oubliez pas d'illustrer vos propos. Il n'y a pas un post qui sort sans une photo, sans une vidéo, sans un petit gif. C'est important et c'est ce qui fait qu'un post va aussi être partagé, lu, commenté. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire absolument sur les réseaux sociaux ? Les erreurs de débutants qu'on va essayer de ne pas faire. Alors moi, je dirais qu'il y a 5 erreurs. Le jeu des 5 erreurs à ne pas faire. La première erreur, c'est de penser que les réseaux sociaux, c'est moi. Non, les réseaux sociaux, il ne faut pas être trop centré sur soi-même. Les réseaux sociaux, comme on l'a déjà dit, c'est avant tout un lieu de rencontre, d'échange. Moi, je fais souvent le parallèle avec une rencontre amoureuse ou une rencontre amicale. Si Charlotte, je dis, moi je m'appelle Vanessa, j'ai 36 ans, j'ai un enfant, j'adore la fantaisie. Et tu vas te dire, mais attends, ok, on ne se connaît pas, qui t'es, pourquoi tu m'agresses avec toutes ces informations ? Par contre, si je te dis, écoute, moi je suis passionnée de littérature, j'adore cet auteur, et toi tu l'aimes bien ? Oui. Et qu'on commence à engager la conversation. Là, j'ai envie de parler avec toi. Voilà. Bon, peut-être. Mais en tout cas, oui. L'idée, c'est vraiment d'engager le dialogue et de se découvrir au fur et à mesure. On n'est pas là pour tout étaler d'un coup. Il faut savoir garder un petit peu de ressources, de ne pas trop en dire, en tout cas, et penser conversation et non monologue. Ça, c'est vraiment très, très important.
parce que sinon vous allez faire fuir les gens et on ne va pas avoir envie de vous découvrir alors que vous avez beaucoup de choses à proposer. Donc faites-le de manière voilà. Et donc par exemple, on n'est pas obligé, on peut ne pas parler que de son livre ou que de ses livres sur sa fanpage. Non, bien sûr, évidemment, en filigrane, on a l'objectif de faire connaître son livre, de le faire lire et de le faire acheter. Mais acheter mon livre n'a jamais permis d'en vendre un. Par contre, dire voilà, moi j'ai pris telle partie où ce qui est à l'origine de mon livre, c'est telle anecdote qui m'est arrivée, c'est telle chose que j'ai vécue. Voilà, ça donne envie de commencer à rentrer dans votre histoire. Et c'est par des choses comme ça, des petites accroches, qu'on va pouvoir intéresser ces communautés. Mais lisez mon livre, achetez-moi, sincèrement, même pour la lessive, ça ne marche pas beaucoup. La deuxième erreur à éviter, je dirais, c'est d'être trop direct. On vient de le dire. Oui. Hein. Lisez mon livre. Il est génial. Bon, ok. Évidemment, votre livre, c'est le meilleur. Il a tout le mérite qu'il a d'être lu par le plus grand nombre. Mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est de convaincre les autres. Et essayez de vous mettre à la place de vos lecteurs. Qu'est-ce qui ferait que vous avez envie de lire votre livre? Qu'est-ce qui pourrait vous convaincre? Quelle chose vous donnerait envie de rentrer dans ce livre-là? On peut rentrer par un personnage, on peut rentrer par une anecdote, on peut rentrer par quelque chose d'assez mystérieux. L'important, c'est de trouver des arguments et de les mettre un petit peu en scène pour donner envie, vraiment, de pénétrer dans un nouvel univers. La troisième erreur, je dirais, c'est d'en dire trop, dans le sens où il faut savoir garder son jardin secret. À moins effectivement d'être Kim Kardashian, et encore, votre vie personnelle n'intéresse pas vraiment les autres, en tout cas pas ceux qui sont dans votre univers proche. Donc savoir ce que vous avez mangé au petit déjeuner ou que vous avez oublié de vous brosser les dents ce matin, ça n'intéresse personne. Et on n'est pas là pour ça. On est là pour parler d'un livre, on est là pour parler d'un processus créatif, on est là pour parler d'un auteur. Et en même temps, voilà, parfois il y a des silences qui sont préférables à un trop-plein d'informations. Donc surtout, n'oubliez pas de parler de vos livres, de vos lectures, de vos passions. Mais sachez préserver votre jardin et votre intimité parce que le web a une mémoire infinie. Il n'y a pas de droit à l'oubli. Google, il a une sacrée mémoire. Et parfois, quand on tweet ou quand on poste des choses, qu'on le regrette et que quelqu'un s'en est emparé, c'est très difficile de pouvoir revenir là-dessus. Donc voilà, encore une fois, sachez vous préserver. Une perte de mystère, c'est toujours quelque chose qui attire, finalement. Et c'est peut-être là aussi, il ne faut pas confondre la page personnelle, où on parle à ses proches. Exactement. Et la page du livre, la page d'auteur, la fanpage, qui a une autre fonction. Les réseaux sociaux, ça n'est pas un journal intime. Évidemment, on peut révéler des choses de son intimité, parce que de toute façon, quand on est auteur, on révèle déjà oui, beaucoup. Bien sûr. L'important, c'est de maîtriser ce qu'on va dire et de ne pas regretter ce que l'on va dire. Et voilà, on peut dévoiler des choses sur soi, mais en gardant toujours un recul par rapport à ce qu'on va pouvoir raconter. La quatrième erreur, je dirais, c'est de confondre publicité commerciale et promotion. Vous-même, vous n'êtes pas, vous n'aimez pas être harcelé par de la publicité, par des messages répétitifs. Lisez-moi, 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 je suis super, je suis le meilleur, mon livre est le meilleur. Ok, encore une fois, quand on vient sur les réseaux sociaux, on vient se détendre, on vient consulter des contenus amusants, créatifs. Donc il faut jouer là-dessus. Ce qui compte, c'est de créer du lien, c'est faire preuve d'originalité. C'est de surprendre et de se démarquer. Alors évidemment, c'est un travail qui est compliqué, mais en même temps, quand on est créatif, on est déjà... Voilà, quand on est auteur, on est déjà créatif, on a déjà beaucoup d'idées. Donc je pense qu'il faut mettre cette créativité au service de la promotion de son livre. Et voilà, de ne pas oublier de créer du lien.
Et voilà, de pouvoir utiliser les codes qui marchent, l'humour, les photos, le live, les vidéos, mais toujours, encore une fois, avec authenticité. Voilà. La dernière chose que je dirais, c'est qu'il ne faut pas être ni trop invasif, ni trop discret. Poster 10 tweets ou 10 posts par jour, c'est complètement contre-productif. Les autres vont avoir le sentiment d'être complètement envahis. Respectez vos plannings éditoriaux. Moi, je dirais pas plus de 1 ou 2 posts par jour. C'est déjà très bien. Vous n'êtes même pas obligé de poster tous les jours. L'important, c'est d'avoir une fréquence régulière, continue. Quand il y a des pics d'activité, par exemple, comme sur le Salon des Livres, évidemment, on va comprendre que vous puissiez prendre la parole plus souvent. Mais il ne faut pas inonder la page Facebook des autres. Voilà, c'est un respect aussi des autres. Sur Twitter, c'est un peu plus en fréquence. Enfin, on est moins limité. Bien sûr, quand même. Sur Twitter, on est moins limité. Mais comme on l'a dit, si on a un squelette, si on a une trame, on sait que, voilà, par exemple, tous les mardis, on va faire une citation issue de son livre, que le vendredi, on va faire une petite revue de presse, mais qu'en même temps, là, on est sur le salon du livre et qu'on a envie de réagir à un auteur qu'on croise, à un atelier que l'on suit. Évidemment, quand c'est dans le cadre d'un live tweet, on peut tweeter, on a un hashtag, on sait pourquoi on le fait. Mais évidemment, c'est surtout sur Facebook où il ne faut pas inonder la page le fil d'actualité de sa communauté au risque de la perdre. Et de même, il est inutile d'investir les réseaux sociaux si vous savez que vous n'allez pas ou avoir le temps, l'envie de le faire. Il ne faut pas se forcer. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas, parce que c'est vrai que c'est un vrai engagement, que ça peut avoir une vraie utilité, mais être trop discret, c'est contre-productif et ça, finalement, ça ne sert à rien. On doit y passer combien de temps finalement C'est du quotidien déjà, j'imagine, quand même. C'est du quotidien, oui, parce que il faut pouvoir répondre, il faut pouvoir voir ce qui s'est passé. On a toujours un petit œil dessus. Alors c'est vrai que ça peut être assez addictif. Il ne faut pas y perdre son âme comme on l'a déjà dit. Et en même temps, il ne faut pas non plus y passer trop de temps parce que il y a beaucoup d'autres temps qui doivent être consacrés à l'écriture. Temps pour écrire aussi. Exactement. Ouais. Alors pour finir, les mots de la fin. Oui. Les hashtags, évidemment. Alors, les mots de la fin, moi je dirais que les clés du succès, si on devait les résumer en quelques mots, c'est échange, c'est créativité, c'est subtilité, c'est retenue, originalité, honnêteté, régularité et plaisir, parce que comme dans toute chose, il faut prendre du plaisir à ce qu'on fait. Et ça, je pense en effet que c'est essentiel. Voilà. On le dit énormément aux auteurs, on va sur les réseaux sociaux pour s'amuser aussi, oui. Et on doit aimer ça pour le faire bien. Il ne faut pas que ça soit une contrainte. Il faut se dire que c'est un très bel outil marketing et qu'on va apprendre à le développer et en percevoir les subtilités à mesure aussi qu'on les utilise. On a tous été perdus au départ, on a tous fait des erreurs, le tweet qu'il ne fallait pas ou le mauvais hashtag. Mais finalement aussi, c'est dans la pratique que l'on arrive à en tirer le meilleur. Merci beaucoup, Vanessa. Merci, Charlotte.